Et mesdames, messieurs, bien le bonjour, bienvenue en ce dimanche matin, bienvenue en ce début de semaine, ici sur Canal, au 21 boulevard des Martyrs, on vous salue, où que vous soyez. Excellent week-end pour ceux qui sont de l'autre côté de la mer. C'est grand, la mer. Et excellent début de semaine pour ceux qui sont ici. D'ailleurs, bonnes vacances à tous les petits jeunes, les enfants, les écoliers, les lycéens, les collégiens, les universitaires également. On vous souhaite beaucoup de belles choses. Allez, ce matin, on va s'intéresser à un salon. Lui, il marque l'actualité de cette semaine. Le Batimatech, 24-28 mars prochain. C'est à partir donc d'aujourd'hui, n'est-ce pas ? Et c'est Kamel Kadri qui nous en parle. Il est directeur technique du Batimatech, le salon international du bâtiment, des matériaux de construction et des travaux publics. Vous en saurez un peu plus dans quelques instants. Elle s'appelle Lilia Abouadou. Voilà, Abouadou. Elle est représentante de la direction de la culture de Tizi Ouzou. Vous la connaissez, c'est une habituée ici sur notre plateau. Elle sera accompagnée de Karim Al-Hajj Aïd Sidhoum. Elle représentera la Maison de la Culture également. Programme artistique et programme culturel spécial vacances scolaires à la Maison de la Culture de Tizi Ouzou. Ça, on en parle d'ailleurs avec elle. Retour également sur les grands événements attendus durant les 2 prochaines semaines. Faudel Hamouche, là aussi on parlera art avec art et culture, directeur des programmes d'art et culture, les établissements donc. Avec lui, forcément, les vacances aussi, mais pas que. On parlera du programme artistique jusqu'à présent. On parlera aussi de l'organisation d'art et culture, des différentes salles, des différents espaces proposés et de ce qui est proposé aux artistes émergents. Alors, Marie Moussaïd, avec elle, retour sur un institut, l'Institut national. L'Institut national... Alors, de recherche forestière. Alors, ça doit être un truc dans le genre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va parler de la journée internationale des forêts, mais pas que. On va parler de cet institut national également. Siam Knouch, ces fameux contes, c'est à découvrir ici, sur ce plateau, en cette matinée. Bienvenue à vous tous. Vous connaissez le programme. Sans plus tarder, c'est Madame Météo. Avec Mobilis, suivez l'air du temps. Mobilis, partout, avec vous. Ah, la météo. La météo. C'était votre journée il y a quelques jours. Hier? Ouais, vous avez fait quoi à l'occasion? J'étais pas là. Ah, vous étiez en vacances? Non, j'ai pas travaillé ce jour-là. Ouais, mais vous étiez au repos, quoi. Oui, voilà. Et vous avez allumé une petite bougie Pourquoi? pour célébrer cette fameuse journée? Non. Ouais. Et t'es à la fenêtre, c'est la journée internationale de la J'étais météo. seule. Hein? J'étais seule à la fenêtre. Non, ce week-end, c'était C'était la journée... mouvementé, hein, c'était bien. Ouais, Il y non. avait beaucoup de pluie. Ouais, mais c'était la journée de l'eau aussi. De l'eau. Ouais, de l'eau. Journée internationale. Ah, moi, de j'ai la vu météo également. Enfin, il y a eu pas mal de journées qui ont été célébrées. Cela étant, chère madame, c'est à vous pour la météo. Allons-y. Bonjour à tous et bon réveil. Eh bien, pour aujourd'hui, le temps va s'améliorer par rapport au week-end. On aura des passages nuageux, mais ces nuages seront de plus en plus denses sur les régions de l'ouest, accompagnés de quelques pluies. Par contre, sur le centre et l'est, eh bien, on aura de la brume en ce début de matinée sur pratiquement l'ensemble des régions côtières. Puis le ciel deviendra dégagé à peu nuageux, mais de plus en plus voilé en cours d'après-midi sur le centre et en fin de journée sur les régions de l'Est. La moitié sud localement nuageux, accompagné de quelques pluies éparses sur le sud-ouest, le plus souvent voilé sur le Nord Sahara, les oasis et tout au long des frontières algéro-maliennes, avec plutôt un ciel dégagé sur le Sahara central, le Sahara oriental et de fréquences élémentables vers l'extrême sud. Les températures, quant à elles, eh bien, seront plutôt agréables et douces pour la saison, avec toutefois un maximum de 25 degrés du côté de Rolizane, 23 Oran et Chlef Mostagalem, 22 Tlemcen, 25 à Mascara, 20 degrés à Alger, 19 Tizi Ouzou et à Naba Gelma, 17 à Sétif, 15 degrés à Batna, 14 à Albiot, 16 degrés à Djelfa. Au sud, eh bien, on relèvera 21 degrés vers Béchar, 22 Gardaïa, Biskra, 24 Hassim Saoud, Ouagla, 27 degrés Taman Rasset, Janet, 29 à Insalah, 31 à Adrar et enfin le maximum toujours à Borj Beji Mourtal et Ingzam avec 34 degrés.
Et cette fois-ci, on va voir le Moyen-Orient. Le temps va changer. On aura des nuages un peu partout sur le Moyen-Orient, avec toutefois des nuages avec des pluies du côté de Bagdad, des pluies également à Koweït. Par contre, le soleil sera bel et bien présent à Khartoum. Le mercure, quant à lui, affichera 16 degrés le minimum à Amman, 18 Damas, 26 degrés au Caire, 23 degrés à Bagdad, 24 Koweït, 33 degrés à Jeddah, 34 à Riyad, 27 Masqat et bien sûr le maximum toujours à Khartoum avec 43 degrés. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure, juste après le journal télévisé de midi et d'ici là, très très bonne matinée. Avec Mobilis, suivez l'air du temps. Mobilis, partout, avec vous. Alors, Jeddah, je vois 33. C'est 33, d'accord. Et vous avez Donc vu je l'ai combien? bien dit, non j'ai dit 33, ça va. C'est ça. Parce que là je vois mal d'ici. Ouais. Vous voulez que je vous refasse les météos? Non, c'est bon, c'est bon. Une fois ça suffit, c'est bon. Bagdad 23. C'est bon, je l'ai dit. Damas bon. 18. Amman 16. On va pas s'étaler. Le Caire 26. Khartoum 43 degrés. Tout est Et dit. ouais, ça va sinon? Ça va, Vous avez passé de bons week-ends? ça va, oui, à la maison. À la maison. Ouais. Voilà. Et la pluie toute la journée. Vous êtes une flemmarde, quoi. Flemmarde, non. La couette, la télé. Oui, Un petit l'après-midi. film. Oui, c'est Oui, ça. vous regardez la télé? Ouais, j'aime bien. C'est le début de la fin, ça. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, madame, on sera là pour vous soutenir. Merci beaucoup. Allez, quant à nous, on la retrouvera forcément à midi, notre Amel Laribi nationale. À midi pour le prochain météo. Ce qu'on retiendra, il va faire beau à partir d'aujourd'hui, c'est ça? Exactement. Ouais, c'est bon. Ouais, Fini pour les la pluies. semaine. Voilà. On tranquille. verra la semaine prochaine, on verra. Mais en tout cas, en attendant, cette semaine, il fera beau. On va en Inch'Allah. profiter. Et surtout que c'est la première semaine de vacances pour les écoliers, lycéens et collégiens. Quant à nous, dans quelques instants, c'est le Batimatech qui sera à l'honneur. C'est le fameux Salon international du bâtiment dans sa nouvelle édition, l'édition 2019, qui débute d'ailleurs en ce 24, en ce dimanche 24. Ça se déroule jusqu'au 28, donc tout au long de la semaine. Et c'est l'occasion de recevoir Kamel Kadri, qui est directeur technique du Batimatech. Ce sera juste après cette première musique avec laquelle on ouvre le bal. Le chanteur a les cheveux longs. Il chante avec son frère. T'as dit quoi, toi? Soul King. Comment? Ah, tu sais, toi? Voilà. On fait un petit blind test. Soul King, qu'est-ce qu'il a, Soul King? C'est un chanteur sympa, c'est un rappeur, quoi. Non, nous, on va écouter Caméléon. Caméléon, d'accord. Ouais. J'allais vous dire, c'est comme les frères Gallagher ou Oasis, quoi. Parce qu'ils sont deux frères dans le groupe. Allez, c'est parti, on se retrouve juste après. وين يمشي زين تمشي ريما تمشي والزين ساكن هضار لابس هزي ولابساتو ديما ومن غير هزي لبسها ما يختار وين يمشي الزين تمشي ريما سكن هزين وبناها لي قصار ساكنها في الشان والهمة ومن غير هزين ما يسكن دار وما فات هزين ولا غات من دونو تخدم مع الزين وتسير وما صار ضوية في اللون كي القمر في لونو حورت العين من بيلة الجفار في الهضر الصوم شفايف وما حنو صوت حنين محنان ويبقون الصوت هذا حنين ما حن عليك خلاني حارف الحنين كي قار وادروني يا سامعين كي نقول الكلمة اللي ما شاف زينها ما بصفي حياته نهار يا وادروني يا سامعين كي نقول الكلمة اللي ما شاف زينها ما بصفي حياته نهار وين يمشي زين تمشي ريما سكنها الزين وبناها لي قصار ساكنها في الشان والهمة ومن غير هزين ما يسكن دار وما فاتها الزين ولا غدت من دونو تخدم مع الزين وتسير وما صار ضوية في اللون كي القمر في لونو حورت العين من بيلة الجبار في النهار مرسوم شفايف وما حنو نطقو بصوت حنين محنان ويقال صوتها الحنين ما حن
عليا خلاني حارف حنينك كيقهر وضياها في الليل كيقمر في ليلو ضياها في نهار الشمس طول النهار إلا دخلت دخل النهار في ليلو وإلا خرجت خرج من الليل نهار وعذروني يا سامعين كي نقول الكلمة اللي ما شاف زينها ما بصف حياته نهار وعذروني كي نقول الكلمة اللي ما شاف زينها ما بصف حياته نهار. Voilà, c'était Caméléon ce matin sur Canal. Vous écoutez quoi comme musique, vous? Ça dépend. Du chabi, de la musique algérienne en général. Et alors, quoi comme musique? Qui? C'est le sujet de ce matin? Ouais. Écoutez, bah... Ah, je fais ce que je veux, moi, ici. Hein. bah, c'est génial, alors on va pouvoir parler de plein de choses. Ah, on va parler de plein de choses. Je suis un grand fan de l'Hashmi, par exemple. Ah ouais? Hashmi Gohabi. Qu'est-ce qui tourne dans votre voiture? Qu'est-ce qui tourne dans ma voiture actuellement? J'imagine beaucoup la radio pour l'actualité. Oui, tout à fait. Beaucoup de radio pour l'actualité. Et dès que vous décrochez pour la musique? Eh ben, de la musique du Hashmi, Ammar Zahid, des choses comme ça. Ouais. Vous avez grandi dans quel quartier, vous? Champ-Neuf. Pas très loin d'ici. Ah bah oui, c'est Donc, normal. vous montez en haut, vous voyez les meubles. Ah ouais, hein? Ah oui, non, c'est... D'ailleurs, il est juste derrière vous. Non, il est juste derrière vous. Ouais, derrière le 9e groupe, après le 9e groupe, il y a un gros bâtiment blanc, ça devrait être là, quelque part par là. Voilà. L'îlot Belhafaf, il est là, vous voyez derrière vous. D'accord. Et vous avez l'ancien ministère du Commerce qui devient maintenant. Enfin, on peut parler. D'ailleurs, ça parle d'architecture, c'est bien. Il y a la Maison du Peuple qui est derrière, qui est un monument néoclassique. Et derrière, vous allez avoir l'école, le CEM Lidrissi. Enfin, il est en train de, pour ceux qui n'ont pas compris, voilà. Il est en train de décrire la photo qui est derrière. Voilà, qui décrit la... C'est mon métier, je suis architecte de formation. Vous êtes architecte de formation. Et c'est une ville qu'on adore, c'est Alger, c'est la plus belle ville au monde. Alors, architecte de formation, vous lancez une entreprise, contrairement à ce que j'ai dit, la bêtise du jour, vous n'êtes pas directeur technique du Batimatech, mais vous êtes plutôt à la tête d'une entreprise qui s'appelle IPFIG. Oui. Alors vous allez nous raconter cette aventure dans quelques instants. Vous le dites, vous êtes architecte de formation, le secteur du bâtiment, ça vous connaît, c'est votre dada d'ailleurs. Vous prenez part à cette nouvelle édition du Batimatech, édition 2019. Elle débute donc aujourd'hui. Elle continue jusqu'au 28. 28, voilà. Oui, pas jusqu'à aujourd'hui, rassurez-nous. Alors jusqu'au 28. Alors vous êtes au pavillon A, IPFIG. D'abord, comment vous êtes arrivé aux technologies ? Pourquoi les technologies? On est architecte, on est dans le secteur du bâtiment, c'est clair. Et puis, pam, vous choisissez plutôt la niche technologique. Ben, vous savez, le secteur de ce qu'on appelle le secteur de l'AEC, de l'architecture, de l'ingénierie, de la construction, subit de grandes mutations au jour d'aujourd'hui. On parle un peu de la convergence, on va dire, entre guillemets, pour utiliser un grand terme, entre les secteurs des industries et les secteurs d'AEC. C'est-à-dire qu'à horizon 2035, on devrait utiliser les mêmes processus de production. Ouais. Donc du coup, le technologique prend le dessus. Aujourd'hui, le grand terme, on va dire le grand élément, c'est la numérisation. Comme on a numérisé nos archives papier, on est passé aujourd'hui à de l'informatique à 100%. Aujourd'hui, on numérise les cadres bâtis. Et pour numériser le cadre bâti, ça permet d'avoir, on va dire, un clone, un jumeau du bâtiment sur l'informatique qui va servir à sa réalisation, à son étude, à sa maintenance. Par exemple, à tout moment, on a sur l'informatique l'ensemble des éléments, l'ensemble des constituants du bâtiment. Donc voilà, la technologie, c'est ça, c'est passionnant. Ça permet aussi de nous projeter en avant. Et de projeter tous les acteurs du secteur qui sont avec nous. Bon, ils sont aussi sur d'autres entreprises, on n'est pas les seuls, là, d'aller de l'avant et d'adopter de nouveaux process, de nouvelles manières de faire, voilà, des choses récentes. On parle par exemple de scanning 3D, par exemple de relevé 3D bâtiments. Aujourd'hui, on a des appareils qui peuvent relever des bâtiments en une semaine, ce qu'on faisait avant en 6 mois, 8 mois. Ouais. Voilà, c'est ça la technologie. Et... Alors, IPFIG ou IPFIG, IPFIG, c'est joli. Nos partenaires américains utilisent beaucoup IPFIG. Ah, vous avez des partenaires américains. On a beaucoup de partenaires étrangers parce que cette Batimatech aussi, on travaille avec ça aussi. Alors, du coup, IPFIG, si vous le souhaitez, est né quand exactement? En 2012. En 2012. En 2012, c'est une belle aventure. Auparavant, vous faisiez quoi avant?
On était dans l'architecture. Vous étiez dans Moi, l'architecture. j'étais formateur, j'ai beaucoup eu de formation, je suis Oui. en contact dans la pédagogie, dans l'enseignement. On a créé cette société-service en 2012. Au début, on voulait faire de la formation sur les nouvelles technologies dans le secteur. Oui. Et on s'est rendu compte qu'on pouvait faire beaucoup plus. Aujourd'hui, on fait beaucoup plus. On fait du logiciel, on va dire entre guillemets, donc tout ce qui est Oui. adoption, transfert technologique sur la partie technique. Et on fait aussi tout ce qui est documentation 3D, donc maquette numérique, éléments de maintenance sur maquette, études, etc. Qui est votre vis-à-vis aujourd'hui? Qui fait appel à vous? L'ensemble des entreprises, que ce soit les entreprises publiques ou privées. Oui, mais donc, c'est c'est les bureaux d'études. C'est les bureaux C'est d'études. essentiellement les bureaux d'études. C'est-à-dire que nos bureaux d'études aujourd'hui ont besoin, pour moderniser leur manière de travailler, leur Oui. processus, de nouvelles méthodes, de nouveaux outils. Et nous, on les accompagne en ça parce qu'on n'est pas uniquement des vendeurs de boîtes, j'aime bien dire ça à nos clients, à nos partenaires. On est plutôt des gens qui vont essayer d'assurer avec eux une espèce de transfert technologique parce que, qu'on le veuille ou pas, d'ailleurs, c'est un peu l'actualité d'aujourd'hui. L'Algérie doit s'ouvrir sur le monde, doit s'ouvrir sur de nouveaux horizons, de nouvelles manières de faire, de nouvelles technologies. Et on est un peu un des éléments de vecteur sur cette transition. Alors, quel type de service vous proposez maintenant, si on devait détailler avec des exemples accessibles à monsieur et madame tout le monde? Ah, c'est très simple. On va parler de ce qu'on appelle communément le BIM. Building Information Modeling. C'est tout simple. Aujourd'hui, on parle de plus en plus de maquette numérique. C'est-à-dire qu'un bâtiment, avant, on faisait de la 3D pour faire joli. Aujourd'hui, la 3D devient un outil de travail. Oui. C'est-à-dire qu'un bâtiment est conçu en 3D. Dans cette 3D-là, on va avoir des objets. Ces objets-là, on va mettre de la data dedans, de l'information. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, un mainteneur ou un architecte, quand il va cliquer sur une porte, il aura tout le descriptif de la fiche technique de la porte. Qu'est-ce qu'il y a dedans, qui l'a construite, sa référence, etc. Aujourd'hui, par exemple, dans 5-10 ans, on a quelque chose qui est cassé, et on est capable de le faire. Voilà. On a aussi On est capable de faire quoi au juste? On est capable de faire de la maintenance sans... en gagnant beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Je vais vous donner par exemple un exemple. Sur Oran, on a intervenu dans un bâtiment où l'architecte, dans sa fantaisie, a fait des balcons un peu en sinusoïde avec des ellipses. Et l'entreprise qui doit réaliser devait faire des balcons, on va dire, Sayer d'ailleurs. Et c'est très difficile parce qu'on a collé, on a fait du béton, donc on a des décalages. Oui. Et avec des technologies modernes comme le scanning 3D, on est capable de scanner et donner des précisions au millimètre pour que la fabrication industrielle puisse coller au plus juste. C'est ça. Vous voyez, c'est ça les choses qu'on essaye d'apporter, qu'on essaye de vulgariser, de démocratiser, de travailler avec les gens sur des éléments. Donc vous ne faites pas vous ne fournissez pas que les logiciels, vous accompagnez aussi sur le conseil. Sur le conseil, sur le process. Est-ce qu'il vous arrive de faire votre job d'architecte aussi? C'est-à-dire en utilisant ces outils, vous accomplissez aussi les process habituels de dessiner une structure, de l'imaginer, de la proposer, de la détailler, et puis vous accompagnez cela avec l'ensemble des technologies qui sont à votre... C'est une très bonne question. C'est-à-dire que personnellement, j'ai décroché de l'architecture en termes de production du cadre bâti pour aller vers le service. Parce que les métiers d'architecture, je le dis aux jeunes architectes, j'ai toujours tendance à leur dire quand on fait des conférences, des séminaires, attention, ça mène à tout. C'est-à-dire qu'on a une ouverture d'esprit qui permet que justement, on parlait tout à l'heure de la convergence vers l'industrie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a celui qui esquisse, qui décide, mais il y a autour de lui pas mal d'autres métiers. On parle dans le monde, par exemple, de BIM manager, de BIM coordinateur, de doc contrôleur, la personne qui va contrôler la conformité des documents. Toutes ces choses-là sont des nouveaux métiers qui vont aider à produire mieux, vite, plus précis, etc. C'est-à-dire qu'on va gagner en productivité avec ces éléments-là. Donc il y a aussi un horizon. Moi, je ne le regrette pas, j'adore ce que je fais. Je conseille mes collègues architectes, je les rencontre et je travaille avec eux sur leur manière de produire du cadre bâti, on va dire entre guillemets. Vous êtes au Batimatec, vous êtes au pavillon A, vous y êtes jusqu'au 28. Vous attendez quoi du Batimatec, vous, en tant que IP-FIC? Alors, Batimatec, c'est vraiment le lieu de rencontre où on va rencontrer les professionnels. C'est un lieu où on va échanger justement sur ce que je veux dire, c'est de leur montrer de nouvelles technologies. Par exemple, sur notre stand, cette année, on va mettre en place une démonstration de réalité virtuelle. C'est-à-dire qu'on aura un masque avec un écran et les gens vont pouvoir
pouvoir plonger dans des bâtiments pour voir des bâtiments virtuels. On a par exemple scanné avec le musée du Bardo, qui est visible par exemple à Batimatek aujourd'hui, si vous venez sur notre stand. Je vous mets le casque et je vous y envoie. Où il y a des bâtiments ailleurs en Algérie, il suffit juste de mettre un casque de réalité virtuelle et on y est, on visite, on peut mesurer, on peut regarder des choses comme ça. C'est vraiment échanger avec les gens, leur montrer notre savoir-faire et surtout écouter leurs problématiques et savoir y répondre au plus précis. Qu'est-ce qu'on pourrait vous souhaiter? Un bon salon. Avec ça c'est clair, je veux dire, si vous êtes là aujourd'hui, c'est pour... Alors, de bonnes rencontres, parce que c'est l'humain, c'est le salon, on y va pour rencontrer des gens, pour échanger avec des gens, connaître des problématiques et essayer d'y répondre. Merci d'avoir été parmi nous. C'est moi qui vous remercie. Kamel Kadri, IPFIG. Alors vous êtes présent au Batimatek, le Batimatek qui s'ouvre aujourd'hui, ça se passe jusqu'au 28 mars prochain, ça se passe à la SAFEX et c'est au pavillon A pour IPFIG en particulier, et d'autres exposants également qui prennent part à cette édition 2019. Merci d'avoir été là. Ben, je vous remercie pour l'invitation. Et puis à très vite. Quant à nous, dans quelques instants, c'est Tizi Ouzou qui sera à l'honneur. On va parler des vacances scolaires. Retour sur le programme de la Maison de la Culture Mouloud Mamri à Tizi Ouzou avec deux invités, Lilia et Karima. Elles seront là pour représenter la direction de la culture et la Maison de la Culture de Tizi Ouzou. On y revient dans quelques instants, juste après ce reportage sur cette exposition de calligraphie à la galerie Rassim. C'est Lilia Benasser qui a été sur place et qui nous raconte tout ça. Allons-y. Au rythme des lettres arabes, tel est l'intitulé de la nouvelle exposition de calligraphie de l'artiste Salah El-Mekbed. Un voyage dans le temps pour se mettre dans la magie de la jonction entre la beauté de la lettre arabe, son riche vocabulaire et sa poésie. بديت الخط من وقت طويل يعني أكثر من 20 سنة. كنت نعمل من أول شيء الخط الكلاسيكي العادي اللي هو الخطوط المعروفة السبعة، لكن بعدين انتقلت للأسلوب الجديد هذا المعاصر اللي هو قليل الموجود، يعني قليل الخطاطين اللي يعملوا بهذا الأسلوب في الجزائر. حبيت نتميز والآن الحمد لله أنا موجود في معرض محمد راسم في الجزائر العاصمة. Une abstraction mystique qui classe l'artiste parmi les meilleurs calligraphes de l'Algérie contemporaine. أنا عارض حوالي 87 لوحة من الحجم الكبير والمتوسط، يعني كلها كبيرة، اللي هي إنتاج السنتين الماضيتين، يعني سنة 2017-2018، يعني إنتاجي الأخير. الأسلوب اللي نخدم به هنايا هو الأسلوب الحروفي. الأسلوب الحروفي هو يجمع بين أشياء مختلفة، يجمع ما بين الخط العربي أو الكتابة العربية، يعني فن الخط اللي نستعمل لنا نوعين اللي هو الديواني والجلي الديواني، ويجمع كذلك مع الفن التشكيلي اللي هو يعني نستعمل الحرف مع التشكيل واللون، ويعني نستعمل فيها توازنات، يعني دراسة ألوان بعد إلى آخر ذلك. وهذا الدراسة على الألوان والتشكيل والتركيب اللي نعملوه هنا يكون على حسب الجملة اللي نكتبها. Natif de Ghardaïa, il compte à son actif plusieurs expositions individuelles et collectives. Ici, à la Galerie Rassim, l'artiste partage avec nous ses idées ainsi que ses émotions. لأنه الفن هذا هو الوحيد اللي كل ما نعطيه جهدي وإحساسي ووقتي يعطيني نتيجة مليحة. بينما لما يكون عندي مثلا معاملات مع أي شخص والله يعني في الحياة العادية نقولوا يكون عندي يعني النجاح فيها نسبي، لكن الحمد لله بالنسبة لي النجاح في اللوحة يعني 99%، يعني ما عنديش لوحات فاشلة، ربما في 100 لوحة ربما تكون عندي فقط لوحة اللي فيها مشكل. Salah El-Mekbed s'inspire des poèmes contemporains, des maximes populaires et de la beauté de la lettre arabe pour constituer ses tableaux. Beaucoup de couleurs, tantôt écarlates, tantôt sombres, l'artiste réussit avec brio le mariage de la couleur et de l'écriture. À travers cette exposition, l'artiste propose aux visiteurs plusieurs lectures de ses œuvres en laissant libre cours à leur imagination.
D'accord, on est déjà de retour. Excellente matinée à vous tous et à vous toutes. Et ce matin, c'est Tizi qui est à l'honneur. Tizi Ouzou, représenté ce matin par Lilia Abouadaou. Comment ça va bien? J'écorche votre nom à chaque fois, cette fois-ci je l'ai réussi. Ça va aller. Ça va? Ça va, merci. Tranquille. Comment va Tizi? Ça va. Tranquille. Cool. Vous êtes heureuse? Oui, oui. Super. Vous n'êtes pas seul ce matin, vous êtes accompagné de Karima Al-Hajj Aït Sidhoum. Bienvenue à vous. Bonjour, alors Fès. vous représentez la Maison de la Culture Mouloud Mamri. Et de son annexe à Zasga aussi, Et parce que nous l'annexe. avons 2 établissements en fait. Voilà. Et on en parle d'ailleurs ce matin. Alors le programme pour les vacances scolaires, il a été entamé donc depuis hier déjà par la Maison de la Culture Mouloud Mamri et son annexe. Tout à fait. La Voilà. Zasga. Très bien. On y revient dans quelques instants. Et puis la 10e édition du festival culturel local Lire en Fête, lui débutera le 28 mars prochain et il se déroulera jusqu'au 4. jusqu'au 4. Ah, il se déroulera sur quelques jours. 8 jours. Sur 8 jours précisément. Mesdames, bienvenue. On va parler d'abord de la Maison de la Culture, si vous le permettez. Très bien. On entame les vacances scolaires et on entame avec forcément le programme artistique et culturel. Voilà. Et alors, ça donne quoi? Donc nous avons un programme qui s'étend sur 13 jours précisément. Oui. 13 jours d'activité, d'apprentissage et de détente. Nous avons, alors le programme s'appelle Imouras Ntefsout. Donc c'est vacances scolaires en Tamazirt. Donc c'est un programme qui s'étend du 23 mars au 4 avril. Donc la cérémonie d'ouverture s'est passée hier. Alors hier c'était un spectacle de chant et de clown. C'était aussi un atelier de dessin. C'était aussi 2 expositions, donc expo-vente de livres jeunesse avec 5 librairies de Tizi Ouzou, en plus d'une exposition de travaux des ateliers d'enfants, des enfants de l'atelier pédagogique. Et voilà, donc c'était la journée d'hier. Ouais. Donc aujourd'hui, nous avons aussi, je tiens aussi à préciser parce que en fait aujourd'hui nous avons un programme, nous avons d'abord un atelier de contes et une conférence intitulée alors je tiens les enfants acteurs des changements de la société, donc animée par Monsieur Belkhair Psy Aladas, Ammar Hamded, retraité de l'éducation, et Madame Heffef de l'association Petit Débrouillard. Ouais, mais destiné à qui exactement? Alors la conférence, elle est destinée plutôt aux parents. Ouais. D'ailleurs, je lance vraiment un appel aux parents de venir en masse assister à cette conférence parce que ça sera une conférence débat avec des spécialistes de la petite enfance et ce serait vraiment très intéressant d'y assister. C'est aujourd'hui à la Maison de la Culture à 14h. 14h, donc Très bien. dans quelques heures, Voilà. on entamera cette partie-là. Alors, combien d'enfants attendus pour ce programme des vacances scolaires? On va encore le dérouler, ce programme, hein, on y revient dans quelques instants. Très bien. Mais vous pouvez accueillir jusqu'à combien d'enfants? Habituellement, combien d'enfants bénéficient de ces programmes artistiques et culturels? Alors franchement, le nombre ne peut pas être énoncé à l'avance. Nous avons alors vraiment un raz-de-marée d'enfants qui viennent parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup d'activités ailleurs. Donc ça reste, la Maison de la Culture reste l'endroit où tout le monde converge. Et voilà, donc les ateliers ne sont pas limités en nombre. Donc ce sera ouvert pour tous les enfants qui viendront. Il y a de grands espaces où les enfants peuvent s'installer et profiter de toutes les activités. Et voilà, donc les parents, comme ils n'ont pas trop le choix aussi, et parce que aussi le programme est très riche, il faudrait le souligner, donc ils viennent en masse et tous sont reçus avec plaisir tous les jours jusqu'au dernier jour. Voilà. Et ça a toujours été comme ça, la Maison de la Culture. Hein. Je tenais juste à préciser. Oui, je tenais juste à préciser que les programmes se dérouleront à la Maison de la Culture, à l'annexe de la Maison de la Culture, au théâtre communal, à la bibliothèque principale de lecture publique, au centre culturel de Michelet, de Ain Hammam, et à la cinémathèque. Donc, c'est tout Tizi qui est en fête, quoi. Voilà. Ouais. Voilà. Pour les enfants. Ça se passe souvent à Tizi Ouzou, qu'ils sont souvent en fête, on est souvent en fête. La Maison de la Culture ne désemplit jamais. Ouais, c'est ça. Alors 7 jours sur 7, je vous garantis, vous les avez jours... la Maison de la Culture la plus active du pays, ça on l'avait dit il y a plus d'une année. Je vous dis... Elles sont fières. Oui, franchement on en est fiers. On en est fiers, hein, je vous assure. Alors les vendredis où c'est mort partout, je vous assure que c'est la journée la plus active, la plus comment vous expliquez? Je veux dire, vous n'avez aucune contrainte budgétaire? Vous arrivez à trouver des budgets ou vous arrivez à travailler avec 2 petits bouts de bâton? Tout ça en même temps.
tout ça en même temps. Vous savez, alors le personnel est très à l'écoute et très disponible. Hein. Et alors il y a des gens qui finissent leur journée très tard dans la nuit. On travaille aussi durant les journées fériées, durant le week-end. Alors franchement, c'est un personnel qui est tout à fait très actif et très disponible. Voilà. Non, parce qu'on a souvent posé la question à d'autres maisons de culture qui se trouvent dans d'autres wilayas. On ne crée pas la concurrence, même si on est à l'ère de la concurrence. Et toutes les villes devraient se battre, ne vous inquiétez pas, ça. Je vais régler ça dans 2 secondes. D'accord, c'est bon, j'ai réglé. Non, c'est pas grave, je vais vous rajouter celui-ci. Merci. C'est bon? Oui, très bien. Alors du coup, on est à l'ère de la concurrence, mais c'est pas le but non plus. Aujourd'hui, on fait un coup de projecteur sur Tizi Ouzou, mais on pose la question à chaque fois à beaucoup d'espaces culturels, que ce soit des musées ou des maisons de culture ou des centres culturels, et on nous répond toujours la même chose, pas de budget pour payer des artistes, pas de budget pour pouvoir créer des animations, pas de budget pour pouvoir... Le nerf de la guerre, c'est l'argent. Exactement. Vous êtes riche à Tizi? Pardon? Vous êtes riche à Tizi? Absolument pas. Je ne pense pas qu'on soit plus riche qu'ailleurs. D'accord. Sauf que nous gérons peut-être mieux, que les gens aussi peuvent faire aussi du bénévolat, peuvent faire des choses en plus gratuitement, parce que nous avons des partenaires sociaux qui sont très à l'écoute, très disponibles aussi. Oui, la société civile. Le mouvement associatif est très présent et très disponible. Ils répondent toujours présents à chaque fois qu'on fait appel à eux. Donc d'ailleurs, je les remercie au passage. Et voilà, donc avec le personnel qui est très disponible, avec les responsables qui s'investissent, qui donnent de leur temps, de leurs efforts, le mélange, ça fait très bien aussi. Hein. Et on peut rien faire, on peut rien. On est rien, sont aussi les citoyens qui sont très, très gourmands, très de culturels. C'est ça, c'est pas faux. Et vous, ça va, madame? Oui, ça va. Tranquille? Tranquille. Vous êtes fière de votre maison de culture? Ah bah oui, ça travaille. Ça travaille fort. On va y revenir dans quelques instants, si vous le permettez. On va détailler encore plus. Très bien. Je vous invite à préparer. Bon, vous avez parlé de la conférence de cet après-midi. Vous avez parlé de quelques ateliers pour les enfants. On peut dérouler le programme dans quelques instants. Il y a un événement qui nous intéresse aussi. On se rappelle de cet événement. Là, il y a une dizaine d'années, il était né d'abord à Alger. C'était du côté de l'esplanade de Beblouen. C'était à l'époque de la direction de la culture gérée par Madame Sator, si je ne me trompe pas. Oui, c'était elle en même temps. Elle était à la tête de ce département culture de la wilaya d'Alger depuis un moment déjà. C'était le Lire en fête. L'événement du livre. Comment relancer le livre, comment donner envie à la jeune génération de lire. Alors du coup, après, ça s'est propagé un peu partout, et tant mieux d'ailleurs. Il arrive à Tizi Ouzou, et là, il est ancré dans le programme culturel de Tizi. C'est la 10e édition d'ailleurs du festival culturel local Lire en fête, qui va débuter le 28 mars prochain, qui va être déroulé jusqu'à pratiquement la fin des vacances, donc jusqu'au 4 avril prochain. Parlez-nous un peu de cette édition 2019. Voilà, donc pour ce festival culturel local de Lire en fête qui débutera le 28 ce jeudi au niveau de la bibliothèque principale de lecture publique. Donc l'ouverture se fera à 14h. On va débuter par lancer. Bon, je commencerai par les concours, comme ça j'aurai le temps de parler. Donc il y aura beaucoup de concours à lancer ce jour-là. Ouais. Donc nous allons lancer le concours du meilleur lecteur, donc de romans algériens. Donc nous avons lancé ça sur notre page Facebook. Nous allons lancer... Mais ça consiste en quoi exactement? Donc il y aura... c'est un concours qui est destiné au grand public, donc tous les âges, voilà, tout âge confondu. Ça va être... On va proposer donc 5 livres, donc romans algériens, donc à lire. Donc, je peux donner quelques titres, L'Éternel Mamri, Beya. Donc, dans les 5 livres, il y aura donc 3 meilleures lectures. Donc, ça veut dire, sur les 5, on peut lire 3 livres. On va faire... Mais meilleure lecture, ça veut dire quoi? Ils vont lire les livres pendant cette période-là. D'accord. Alors, donc on l'a lancé sur notre page. Donc il y aura à la fin, donc il y aura bien sûr évaluer une fiche de lecture. Donc ils vont faire des résumés sur le livre, bien sûr. D'accord. Et la personne qui a lu les 3 livres, voilà, minimum, aura donc... En une semaine. Ben non, on a lancé ça. Vous avez lancé ça il y a longtemps. Donc les inscriptions se feront sur notre page. D'accord. Et notre site. C'est déjà lancé. Mais que les classiques? Parce
vous avez parlé de Baya, vous parlez de... Voilà les romans en général algériens. Oui. Donc Baya, il y aura Chuiten, donc mes pauvres cheveux. Voilà, l'Éternel de Mamri, Baya et deux autres livres. Et deux autres romans. Voilà. Très bien. Ensuite, le concours donc, meilleur lecteur 1. Ensuite, il y a l'autre concours de culture générale pour le 30 à 10h au niveau de la bibliothèque principale de lecture. C'est quoi, c'est un jeu? Non, c'est le grand concours de culture générale, donc destiné aux 3 paliers, donc pour les enfants. Donc un concours qui va se dérouler à la bibliothèque. Ça veut dire on va poser des questions, ils vont être soumis à des questions. Voilà, il y aura des lauréats pour ça. Et aussi le 3e concours, ça va être le concours du recyclage papier. Oui. Aussi, on a lancé ça sur notre page. Donc, les gens qui font des œuvres en papier, donc ils peuvent ramener leurs œuvres. Ils vont être soumis pour un jury et avoir des cadeaux à la fin. Nous avons aussi, pendant toute la semaine, du 28 au 4, des sorties pédagogiques, une escapade littéraire au niveau du barrage de Taxept. Voilà, tout un programme est tracé. C'est super ça. Voilà. Ouais. Et vous allez greffer un peu l'une dans l'autre par rapport au programme, lire en fait et le programme de Mouloud Mamri. Oui, en fait, le programme lire en fait, il se passe en grande partie chez vous. Oui, parce que nous avons les espaces, nous avons l'emplacement aussi, l'implantation du site qui est au centre-ville, donc il y a une grande affluence des enfants à cette occasion. Et franchement, c'est des journées exceptionnelles pour les enfants. Alors des journées où il y a énormément d'activités et d'amusement et des clowns, des magiciens, plein de choses. En plus des ateliers ludiques, des ateliers d'apprentissage. Il y a beaucoup de choses comme ça pour l'amusement, pour la détente. Après, voilà. Donc en fait, chaque établissement a établi un programme. Donc, qui se déroulera en même temps donc, pour la Maison de la Culture du 23 et pour les autres établissements, donc à partir du 29 ou du 28 ou du 23, selon leur programme tracé pour tout au long des vacances scolaires. D'accord, super. Ensuite, oui. Allez, les grandes lignes du programme. Alors, je tiens quand même à donner comme le programme précis, détaillé de la journée de demain. J'ai donné la journée de lancement d'hier, la journée d'aujourd'hui, donc avec la conférence, la belle conférence qu'il y a. Il y a aussi la journée de demain, donc nous avons un spectacle de marionnettes. Nous avons une sortie hors les murs. Donc nous avons une sortie vers le musée du Moudjahid au profit des enfants. Donc histoire de les éveiller un petit peu à l'histoire de l'Algérie. Donc c'est quand même, c'est un beau programme aussi. Après, la suite du programme, nous avons en fait nous avons 4 grandes lignes en quelque sorte. Nous avons d'abord des spectacles. Alors le spectacle, c'est plutôt marionnettes, clowns, théâtre, magie et chant et projection de films d'animation. Après, nous avons des ateliers ludiques et d'apprentissage. Et là, c'est l'explosion parce qu'il y en a au moins 17. Alors, c'est pour la petite enfance, à partir de la petite enfance avec des petits ateliers de coloriage et de contes aussi, jusqu'au plus grand. Alors, nous avons des ateliers de théâtre aussi. Donc, nous avons contes, dessins animés, nous avons prévention routière avec l'association Les Amis de la Route, nous avons des ateliers d'éducation environnementale, nous avons un atelier de guitare, de petits comédiens, l'animation en plein air, nous avons des ateliers de peinture, de jeux en plein air. Alors, il y a aussi un petit atelier qui est un peu particulier, en fait. Nous avons l'atelier poterie qui s'intitule « Je touche à la terre ». Donc vous imaginez, vous connaissez l'amour des enfants à tripoter la matière, à la travailler. Et puis aussi, nous avons un atelier d'art culinaire qui s'intitule « C'est moi le chef ». Et il y a tout ce qu'il faut pour que les enfants y adhèrent à fond. Et quand même, il y a un atelier aussi très particulier. Donc c'est un atelier de danse au profit des enfants trisomiques dont la journée mondiale coïncide avec le 21 mars. Donc à chaque fois que nous avons des activités en fait à la Maison de la Culture, nous essayons d'associer cette frange de la société des enfants qui sont un petit peu laissés pour compte quelque part. Donc nous avons un centre d'handicapés à Bourg-Alpha et donc à chaque fois qu'il y a une activité culturelle quelle qu'elle soit, nous les associons par des ateliers spécialement conçus pour eux.
Ah bah c'est super. Ben voilà, après, il y a la sortie hors mur que j'ai annoncée, qui sera pour demain, et la conférence. Là, c'est vraiment les grandes lignes du programme. En fait, pardon, Mahez, donc au bout de ces journées, donc il y a alors c'est une cérémonie de clôture qui se passera au dernier jour. Donc où il y aura. Le dernier jour, c'est quand? Alors c'est le dernier jour, c'est le 4 avril. Oui. Donc ce sera une cérémonie de clôture. Il y aura 2 beaux spectacles. En fait, le spectacle, ce sera. Excusez-moi, donc... vous avez le temps. Hein. Ouais, j'ai le temps. Ben voilà. Alors, clôture du spectacle de fin de vacances scolaires avec Mingela, tu vois, pour leurs parents, pas pour eux. Non, pas du tout. Alors, il y a 2 spectacles de chorale et de magie. Oui. 2 spectacles de chorale et de magie avec l'association, présentés par l'association Sirel Tennar. Oui. Et après, il y aura des diplômes de participation qui seront remis à tous les participants, éditeurs, animateurs, magiciens et tout. Et il y aura le clou du spectacle, donc la cerise sur le gâteau, des cadeaux pour les enfants lauréats des ateliers. Donc, chaque atelier, de chaque atelier, on dégagera un enfant qui aura brillé un peu plus que les autres, parce qu'ils seront tous brillants, j'en doute pas. Ah oui. Mais franchement, mais pour faire plaisir un peu plus, donc on s'est dit le meilleur dessin, le meilleur travail, le meilleur, la meilleure activité pour l'enfant. Donc on aura un an auquel on remettra un petit cadeau un petit cadeau, voilà. C'est super ça. Mm-hmm. Ça doit bosser pendant les 2 prochaines semaines. Hein. Ah, absolument, c'est toujours à fond, hein. C'est toujours à fond, hein. C'est ça. Voilà. Mais toujours dans la bonne humeur, Mohamed Harez. Ah bah oui, ça se voit. Tizi, t'as l'impression que c'est les vacances tout le temps, de toute façon. Non, mais c'est pas une critique. Hein. Non. Moi, j'ai vécu un peu à Béjaïa. Bon, c'est un peu différent. Oui. Mais durant les années que j'ai passées à Béjaïa, on n'a pas l'impression de... C'est vrai, c'est actif. L'effet contraint de temps et tout n'existe pas, quoi. L'effet engagement pour quelque chose n'existe pas. On a l'impression d'être en vacances tout le temps. Tout en faisant des choses. Hein. Oui, tout en travaillant. Mais ça, c'est très bien aussi, hein. Ah bah oui, quand on aime... ça change du stress des capitales. Ah oui, franchement, hein, c'est... Vous avez l'impression qu'il faut soit faire semblant de travailler, soit... Non. Exactement. Sinon, vous venez comme moi. Faites ce que vous voulez quand vous voulez. Allez, du coup, merci mesdames, merci d'avoir été là. Lilian Abouadaou, j'y arrive. Voilà. Vous avez représenté ce matin la Maison de la Culture de Tizi Ouzou. Dites-moi, tout le monde me parle... La direction de la culture. La direction de la culture de Tizi Ouzou. Tout le monde me parle de Goumézienne. Qu'est-ce qui fait que tout le monde parle d'elle? Sincèrement. Non, je vous pose vraiment la question. Moi, j'ai connu Goumézienne avant qu'elle devienne la directrice de la culture de la wilaya de Tizi Ouzou. Non, je pense que c'est son travail qui fait parler d'elle. C'est le travail. Chaque personne qui vient de Tizi, ici sur ce plateau, salue Madame Goumézienne. Et je me suis toujours dit, est-ce que c'est par crainte? Mais en même temps, je connaissais la personne. Mais c'est ça que j'allais vous dire. Mais je connais la personne, elle est d'une douceur, elle est... Et puis je me disais, mais qu'est-ce qui fait qu'aucune opposition? C'est l'originalité, donc ça, elle travaille, donc elle donne, donc elle a donné pour la culture, elle donne beaucoup, donc ça n'arrête pas. Donc elle donne de l'importance à chaque chose, à chaque personne, à chaque travail. Elle valorise donc le travail des autres aussi, donc ça fait que... comme quoi ça pourrait être pris comme leçon pour certains. Tu n'es pas obligé de montrer que ton pouvoir, tu peux aussi donner ta personne et autres. Franchement, voilà. C'est très bien. En tout cas, et la Maison de la Culture, Mouloud Mamri, avec son annexe à Azazga, et a beaucoup d'espace d'ailleurs, et elle-même, comme vous l'avez cité, il y a beaucoup d'espaces qui vont bénéficier de ces programmes de vacances. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de succès. Merci. Ce programme s'appelle Imoras Ntefsous. Qui veut dire les vacances de printemps. Voilà. Imoras Ntefsous. Mais j'ouvre juste la parenthèse et vous pourrez poser la question à ceux qui connaissent bien le patrimoine, la culture et qui s'y connaissent en histoire ancienne du Maghreb, du Grand Maghreb. On dit que le printemps en Algérie, et surtout ceux qui sont adeptes de Beinaer et autres, qui suivent d'ailleurs le calendrier agraire et autres, on dit que le printemps débuterait déjà fin février et non pas le 21 mars ou le 20 mars comme le feraient les Européens, notamment les Français. On a tendance à les suivre, surtout les fameux Français,
français, sauf que nous, on a une situation géographique différente, un continent différent, et qu'il est temps de se libérer de ces idées de colonisation, non pas que la colonisation que l'on a connue, mais il y a aussi tous ces aspects que l'on a pris en se disant qu'on avait le même horaire, le même truc, les mêmes saisons. Et je vous jure, hein, c'est quelqu'un qui était venu de Tizi Ouzou, un chercheur, qui m'avait dit, attention, le printemps, pour les pays qui se trouvent au nord de l'Afrique, c'est à partir de fin février que ça débute. Le temps change, la terre change, la culture change. Et ce qui va avec. Mesdames, c'était un plaisir. Merci. Je peux ajouter quelque chose. Oui. En fait, ces activités en fait ne sont qu'occasionnelles. Donc c'est à l'occasion des vacances scolaires. Mais en dehors de ça, vous savez, la Maison de la Culture, elle est toujours en plein foisonnement d'activités. Et nous avons des ateliers qui sont tout au long de l'année. Des ateliers, beaucoup d'ateliers. Donc, je peux vous citer quelques chiffres. Donc, nous avons 65 ateliers, dont 51 qui sont à la Maison de la Culture et 14 à l'annexe. Nous avons 69 animateurs culturels qui, pour la plupart, sortent des Beaux-Arts. Oui. Et donc, il y en a 57 à la Maison de la Culture et 12 à l'annexe. Et nous avons, tenez-vous bien, Mahrez, c'est pas un chiffre... Je suis assis. Voilà. Oui. Nous avons 2220 adhérents. Super. Alors, 1900 à la Maison de la Culture et 320 à l'annexe. Non, 1900 tout court. Ah, 1900. J'ai entendu 1900, je me suis dit... 1900 et 320, ils sont à l'annexe. Super. Et vous savez, toutes les disciplines sont couvertes, allant des arts plastiques aux langues, aux musiques, aux arts scéniques, aux danses contemporaines, classiques, traditionnelles et autres, et astronomie, jeux d'échecs et informatique. Et... En fait, au bout de l'année, au mois de juin, nous organisons une exceptionnelle fête de fin d'année. Ouais. Alors, cette fête, elle est juste somptueuse. Ouais. Je vous assure que c'est des journées exceptionnelles. Alors, sur 3 jours, nous avons une journée dédiée uniquement au chant, etc. Nous avons une journée danse. Vous savez, la troupe de la Maison de la Culture est partie faire même des concours ailleurs, hein, c'est très bien. Voilà, donc, qu'est-ce que j'allais dire ben voilà, c'est tout. Voilà, je pense c'est déjà pas mal pour aujourd'hui. Je pense. Ah oui, non, vous avez... Non, c'est très très bien. Non, c'est juste pour souligner que la Maison de la Culture est ouverte à tout le monde, tous les jours, 7 jours sur 7, etc. Et c'est très bien. Merci d'avoir été parmi nous. Vous repartez à Tizi ? Ah oui. Ah, bonne route. Hein. Merci. Bon, c'est un début de semaine, donc les gens viennent plutôt vers Alger, où vous allez partir, vous êtes tranquille. Merci beaucoup. Et on vous souhaite bonne route, bonnes vacances. Merci beaucoup. Et puis, donnez un bon coup. De toute façon, ils en valent la peine, les enfants. Merci encore. Merci d'avoir été là. Quant à nous, l'exposition de Abdelrahman Kahlan à l'hôtel Sofitel en hommage à sa défunte sœur. C'est Nassiba Jaïdir qui a suivi pour nous cette expo. On va la suivre ensemble et puis on se retrouve juste après. Au gré de ses coups de cœur.
Dans cette palette, des nuances riches et lumineuses qui traduisent les émotions de l'artiste. Une artiste qui a étudié à l'École nationale des beaux-arts d'Alger et consacré sa vie professionnelle à l'enseignement encouragée à aller de l'avant et au-delà. Elle croyait fermement à son talent et à ses potentialités créatives. Abdelrahman Kahlan, que vous connaissez d'ailleurs, Fodil Hamouche. Oui, j'entends parler puisque généralement ils exposent au niveau de nos galeries à Alger. C'est ça. Ça va vous? Ça va, oui. Tranquille. Zen. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. Exactement, ici ouais. Comment va l'agriculture? On fait aller. On fait de quoi ces derniers temps là, puisque c'est les vacances. Oui. On se consacre pour les enfants, oui. Nos enfants. Oui. Sachant que la force de frappe de notre chère Algérie, c'est la génération future. C'est ça. Et c'est dans ce sens qu'on doit activer, surtout. Directeur des programmes culturels des établissements Agriculture. Agriculture, c'est plusieurs espaces ici du côté de la wilaya d'Alger. Est-ce qu'on peut déjà les redonner, résumer un peu l'acquis en termes d'espace culturel d'agriculture? Alors, il y a le théâtre de verdure. Il y a la salle Ben Khaldoun. Oui. Il y a le théâtre des Sablettes. Oui. Puis on a des bibliothèques, conservatoires et d'autres espaces culturels à l'image des galeries d'art, soit Asla Hussein, Mohamed Rassim, Mustafa Kateb, Aïcha Haddad. Magnifique. Et puis les conservatoires, Dieu merci qu'on a eu d'autres infrastructures telles que l'école de musique de Cheraga, qui est pleine actuellement, celle de Kouba Bekrindali. À côté, on a Abdelhamid Ben Hendouga. Et récemment, on a réouvert le conservatoire central mythique d'Alger, qui a été conçu
par les autorités coloniales en 1896 qui avait démarré le projet, ouvert en 1904. Et actuellement, il est géré par l'établissement agriculture. Auparavant, il était fermé pendant combien de temps? Enfin, c'était juste le temps de le réaménager parce que c'est une ancienne bâtisse qui date depuis 1904. Et actuellement, il est opérationnel à plein temps. Alors, avant d'entamer le programme qui nous intéresse aujourd'hui, c'est les vacances scolaires avec agriculture et pour les enfants de la capitale. Alors, juste avant, je vais vous poser une question, après vous n'êtes pas obligé de répondre. Il n'y a pas de souci, je réponds. Alors, la salle d'Algérie dépend de qui? C'est la salle mythique qui se trouve en plein boulevard de Didouche Morad et qui descend vers Audin. À qui relève la responsabilité de cette salle-là? J'ai vraiment une question, sans jugement, neutralité la plus totale. C'est une question que je vais poser. Alors, des traditions ne devraient jamais répondre à une question par une autre question. Oui. Moi, je dis pourquoi spécialement la salle Algérie, mais c'est simple, elle dépend de la PC Alger Centre. D'accord. Celle de l'Afrique, elle dépend de Sidi Mohamed. D'accord, très bien. Je vais vous dire pourquoi j'ai posé la question sur l'Algérie. L'Algérie est en plein travaux, réaménagement, on est en train de rafraîchir un peu la salle. Et puis on a dévoilé ces derniers jours la nouvelle devanture de la salle d'Algérie. Vous l'avez vu ou pas encore? Non, je ne l'ai pas vu. Tout en doré, en alucobande doré. Ça donne un style. Alors, je dirais pas que c'est moche, parce que c'est une vraie question que je pose. C'était un avis, bien sûr. Ouais, ça donne c'est du doré, de l'or. La devanture est en couleur or, alucobande, et ça fait mi-rococo, mi-style art déco ancien, mi-vieux casino des années 30. Enfin, c'est assez particulier, je posais juste la question. Vous ne l'avez pas encore vu? Je l'ai pas encore vu. Quand vous la verrez, vous m'enverrez un petit SMS. Je vais vous dire quelque chose concernant les salles. Oui. Puisque vous venez de me citer la salle Algérie, je vous cite par exemple la salle L'Afrique qui dispose de 1300 places et d'autres salles qui sont fermées. Mais il y a une quinzaine de jours surtout qu'il y a une relance pour équiper ces salles qui sont déjà équipé avec le 35 mm, le 35 mm n'est plus d'actualité. C'est ça. Alors, ils ont lancé... passer au DCP au DCP, comme c'est le cas de la salle Ibn Khaldoun. Oui. Vous avez un DCP là-bas? Un DCP sur place, et on l'aura, Inch'Allah, à Cheraga, puisqu'on vient juste de réceptionner la salle de cinéma de Cheraga, qui est d'une capacité de 320 places. Oui. Qu'elle sera ouverte incessamment, côté de Ramadan. Par exemple... Pour l'équipement technique, ça tarde à venir parce qu'il y a toute une démarche. C'est pas un produit. C'est un équipement qui est importé. Importé. Oui. Mais ce qui est sûr, la salle de cinéma de Cheraga, elle sera dotée d'un DCP comme celle de Ibn Khaldoun et les autres salles qui vont être équipées par la PC d'Alger Centre. Quoique je ne suis pas l'habilité de parler pour Alger Centre. Oui, non, mais c'est pas grave. Je posais la question. Maintenant, pour l'Afrique, je l'avais visité il y a quelques années. Il y avait un projet de lancement de concession de ces salles-là pour des opérateurs privés, disant que si les pouvoirs publics n'avaient plus les moyens d'eux, ils pouvaient au moins les louer à des opérateurs privés culturels, et puis ça permettait de les faire travailler, de faire travailler du monde et ce qui va avec. Sauf que quand vous voyez les contraintes de ces salles-là, vous avez visité l'Afrique ou pas? Je l'ai visité parce qu'on devrait la récupérer à l'agriculture. Mais vous savez quelles seront vos contraintes sur place? Ah, je sais. Les loges. Les loges, il n'y a pas de loge. Il y a le problème de... C'est une salle qui fait cette taille. Oui, exactement. Et vous rentrez comme ça dans la loge. Et puis il y a un autre problème. Pour les opérateurs privés, qu'on arrête les mensonges. Oui. Je vais vous dire pourquoi. Avec les coûts des films qu'on ramène... non, c'est clair que c'est pas supportable. Nous, en agriculture, on fait un film à 700 dinars. Il y a des gens qui se plaignent. Or que la réalité, c'est pas moins de 2500 dinars. Alors, monsieur l'opérateur privé, si vous allez prendre la salle Ibn Khaldoun ou la salle l'Afrique ou d'autres salles, à quel prix vous allez faire l'accès au large public qu'on a fait une bataille pour le récupérer? Parce qu'avant 2012, le cinéma était un sujet d'actualité. Comment faire revenir et venir le public pour le cinéma? On avait commencé à 100 dinars en 2012. Il a fallu 6 ans après pour en arriver à 700 dinars. Et encore, on fait de la promotion. On fait plus que de la promotion que du commerce. Parce qu'à 700 dinars, c'est à peine une 45%, 50% du coût du film. Du monsieur qui a eu la subvention de l'État.
Alors, parlons d'opérateurs privés, je dirais que non, on n'est pas encore là. On n'en est pas là. On n'est pas là. Mais sur la question de la gestion. De la gestion, de l'exploitation des espaces. Après moi, c'était un débat qui avait été lancé d'ailleurs par l'ancien Wali délégué qui est devenu aujourd'hui ministre du Tourisme. Du Tourisme, oui. Exactement. C'est lui qui avait l'idée de commencer à voir un peu les possibilités de transférer ces salles-là, de leur redonner vie. Mais l'autre contrainte que vous aurez sur la salle d'Afrique, c'est une parenthèse, hein, c'est le parking. Le parking. Aujourd'hui, il y a un métro, c'est très bien, mais le parking restera toujours un problème. Quand vous avez une salle de 1300 personnes, donc imaginez le nombre de personnes qui vont se déplacer dans cette salle. Vous allez les parquer où? Dans les petites ruelles d'Alger. C'est absolument fou. Parce que Alger, ce n'est plus Alger des années 60. C'est cela. Alger, actuellement, elle dépasse ses capacités d'accueil à 100%, pour ne pas dire 60-80. Oui. Tout le monde est sur Alger et on assume. Fodel Hamouche, les vacances, ça a commencé quand pour Agriculture? Alors exactement, on a commencé les vacances pour nos enfants, pour nos chers enfants, le 22 février passé. 22 février déjà, dès le premier jour. C'est-à-dire qu'on a mis en place un programme, disons, un avant-goût pour informer les parents et les enfants en même temps qu'ils ont cette possibilité d'y aller là où ils veulent. Et ceux qui ne peuvent pas se permettre de se déplacer sur Alger, Agriculture se déplacent chez eux. C'est-à-dire, alors on a un programme local au niveau des structures d'établissement Agriculture. Oui. On a un programme cinéma, Ralph.20, qui est un film récent qui est sorti le 13 février exactement 2019 et qui est projeté à la salle Belkhaldoun pour les enfants. On a aussi des programmes adaptés pour les enfants qui sont en dehors d'Alger, dans des cités nouvellement habitées, à l'image de la cité Ouled Chebel, les 3200 logements, la cité Ouled Mendil à Douira, les 1172 logements, la cité Kharissia Ouled Mendil à 870 logements, et d'autres cités sur l'ouest et l'est d'Alger et au centre d'Alger. Sans oublier bien sûr les espaces ouverts tels que la forêt de Baïnem, la forêt de Bouchaoui, la forêt de Del Ibrahim, Bodekar, et celle du 5 juillet, sans oublier un peu plus bas que la Fédération algérienne de football, il y a des espaces ouverts là en actif pour ces enfants. Oui. Vous allez me dire quelles sont ces activités-là destinées à l'enfant. Alors, on a initié un programme parce que c'est un créneau porteur, le théâtre. On a déserté même les salles de théâtre. C'est ça. Peut-être nous, les adultes, pour une raison ou pour une autre, on les a désertés pour des raisons. Que chacun a ses raisons, mais du moins, vu l'importance du théâtre pour une nation, pour un peuple, pour un pays, on voudrait bien faire renaître un public de théâtre à travers les enfants. On commence à lancer déjà à partir d'aujourd'hui les théâtres de rue. Bon, vous allez me dire, la rue, dans quelle rue? Je vais vous mentir si je vous dis on va le faire à la Grande Poste ou bien à Didouche. Mais on en profite déjà des espaces ouverts tels que les sablettes, tels que les forêts, tels que les cités. Pourquoi ce ne serait pas possible à la Grande Poste ou à Didouche? Voilà, on est à Alger, et puis à Alger, il y a une fête. Ah, il y a du monde aussi. Il y a du monde aussi à Alger. Oui, il y a une fête. Il y a une fête. Il y a le peuple qui est dans la rue. Il n'y a rien à dire là-dessus. Vous voulez dire que c'est par rapport à cela que vous privilégiez après... Du moins pour l'instant. Oui. Mais on ne va pas s'arrêter là parce que... justement, le théâtre, c'est l'un des viviers de la culture. Exact, c'est l'un des arts les plus accessibles aussi. C'est-à-dire que vous pouvez intéresser tout le monde par le théâtre. Je prends 10 enfants, si je veux les intéresser, même s'ils sont complètement dissipés, surexcités ou autres, je lui dis, toi tu prends ce rôle-là, toi tu prends ce rôle-là. C'est une distribution de rôles et pam, ça joue, ça partage sa vie. Et c'est très simple, on a tant à dire, notre jeunesse algérienne, elle est perdue, elle ne sait pas se faire, elle n'est pas capable d'assumer. Ouais. Et l'exemple est là dans les marches qui ont été faites ces dernières semaines. Et ce qu'on voudrait faire pour nos enfants qui vont monter sur de bases solides, qui prennent réellement le flambeau, et que cet avenir ne sera que florissant pour eux. Ouais. Parce que pour notre génération, c'est bon, on demande la retraite. Mais du moins... Vous êtes loin, hein. Ah
Ah, vous êtes très très loin. Non, non, non. Vous savez, le concept de jeunesse, on parle beaucoup de la jeunesse des Algériens. Par l'âge, non, je sais. Non, le concept de la jeunesse, non, je ne vais pas vous sortir les fameuses phrases, la jeunesse, c'est dans la tête. Mais le concept de la jeunesse, moins de 60 ans, vous êtes jeune dans un pays comme le nôtre. Je veux dire, on ne va pas écarter les gens d'expérience, on ne va pas écarter les... Je parle de tout, hein, je ne parle pas de marche ou autre en particulier, mais je veux dire, aujourd'hui, on a besoin de l'expérience, on a besoin de l'expertise des anciens, on a besoin de leur savoir, on a besoin de leur maturité. On ne peut pas être que les jeunes entre nous à croire que l'on va construire quelque chose. C'est tout à fait normal, mais je vous le dis ça dans le sens où, Dieu merci que l'Algérie, il y a plusieurs contraintes et contraintes aussi. C'est ça. C'est vrai qu'on a actuellement aux alentours de 9 800 000 enfants à bas âge entre 18 ans et 6 ans. Oui. C'est plus cher que le pétrole. Si on sort à comment s'y prendre et investir, investissement sûr. Oui. Et si dans ce sens, nous, si on parle de volet culturel, parce que c'est vrai qu'on a du pétrole, on a des richesses terrestres et extraterrestres, mais la richesse la plus sûre et porteuse, c'est dans notre jeunesse. J'adore la richesse terrestre et extraterrestre. Et bien sûr, on dispose de tout. Oui. Ce qui nous manque actuellement, c'est de prendre les choses en main et de voir en clair et voir aussi d'un certain optimisme que nos enfants vont monter sur de bases solides, vont savoir ce que c'est que le cinéma, ce que c'est que la peinture, ce que c'est que la musique, ce que c'est que le théâtre, ce que c'est que se comporter en tant qu'un être constructeur pour son pays. C'est ça. Ils ont démontré de ça. Il y a un peu de tout dans notre société. Nous, en qualité d'établissement à caractère culturel, on fait de sorte de contribuer à notre manière pour le bien-être de l'Algérie et des Algériens. Alors, juste pour savoir, avant de vous laisser repartir, les principaux points de rencontre pour les événements artistiques et culturels pour les vacances scolaires se trouvent Alors, où? on en a Sablette, les Sablettes. Pour le théâtre en particulier. Théâtre, activités pour enfants, travaux manuels. Et surtout le théâtre, là, je tire vraiment un trait là-dessus, en disant que le théâtre, c'est à chaque coin, on aborde un sujet d'actualité sur le bien-être de l'enfant et de la jeunesse surtout. Alors, on en a la forêt de Bainam, on a la forêt de Bouchaoui, Bodeka, et celle du 5 juillet aussi. On a aussi les centres culturels et les écoles de musique de Cheraga, de Kouba, et les conservatoires dont on dispose aussi, qui sont vraiment à leur plein, parce qu'il faut dire aussi que l'établissement agriculture donne cette opportunité à nos enfants d'apprendre la musique et d'essayer de faire la continuité de leur études et la scolarité afin qu'ils soient équilibrés. Programme cinéma toujours à Ben Khaldoun? Toujours à Ben Khaldoun, toujours dans la page. Enfin, je n'ai pas les programmes en tête, mais je sais qu'il y a... Film d'aventure? Comment? Film d'aventure? Il y a de tout. Il y a de tout. Ce qui intéresse surtout la jeunesse, et c'est des films qui sont très récents. Alors, juste pour poser la question, j'avais assisté à une rencontre où on disait pourquoi les salles de cinéma... Bon, même si Ben Khaldoun n'est pas exclusivement une salle de cinéma, c'est une salle de spectacle, c'est une salle de représentation, mais pourquoi il n'y aurait pas de séance de 23h et de minuit? Vous répondez quoi à cela? C'est très simple, question de transport et de volonté des gens. Oui. Parce que déjà, le métro, il s'arrête, il me semble, à 23h. Je ne saurais pas vous dire. Vous imaginez Alger à partir de 23h? Il est bien beau de rêver de dire que Alger by night et Alger Latanam, c'est fou. Pour l'instant, c'est pas le cas. Bon, c'est vrai que le volet sécuritaire, il y est, mais côté logistique de transport, comment se déplacer sur la salle de Khaldoun. Mais il faut dire qu'on a dépassé ce cap parce que le public va venir ou pas. Les séances de 20h, là, c'est on affiche plein à la salle de Khaldoun généralement. 13h un peu maigre, 17h un peu plus, mais à 20h les week-ends, je vous promets que les gens viennent de partout. Merci à vous. Merci Fodel Hamouche, c'était un plaisir. Vous saluerez toute l'équipe? Et un bonjour à tout le monde et surtout à nos frères et sœurs, amis et parents qui sont établis à l'étranger. On les assure surtout en leur disant que notre avenir, Inch'Allah, ne sera que plus beau pour nous et pour vous aussi. Quelle belle parole ce matin. Merci Fodel Hamouche, c'était un plaisir en tout cas. Et c'est toujours un plaisir de vous croiser. Je suis souvent à Alger. J'espère qu'on aura l'occasion de prendre un café en plein Alger Centre. Et j'ai repris goût à la ville parce que maintenant vous allez sur les terrasses et tout, c'est fou, ça foisonne, on est coloré. C'est beau. Ouais. Merci encore, merci c'était un plaisir de vous voir. Allez, quant à nous, dans quelques instants, Mélé Moussaïd et Siam Knouch, ce sera juste après ce reportage de Félix Hamdi sur le centre équestre de Zeralda. Allons-y, on se retrouve juste après.
Il est 10h, comme chaque week-end, Lina, Mohamed, Sami et les autres se rencontrent ici, dans ce club d'équitation situé à Zeralda. Le club, il est vraiment récent, il est nouveau, c'est un nouveau club. Ça fait 1 an et demi à peu près. Voilà. Alors concernant l'ambiance, vraiment il y a une très bonne ambiance, ça se passe vraiment bien, c'est ambiance familiale. Voilà. Et l'avantage c'est qu'il est situé vraiment dans un endroit exceptionnel. On a, juste à côté on a la plage, il y a la ferme aussi. On les prend à partir de 7 ans jusqu'à 70 ans. Tant qu'on peut marcher et tout, on peut monter à cheval, ça ne pose pas de problème. Et puis c'est un sport mixte. Lina, une jeune cavalière qui cultive sous un sourire tranquille et un œil pétillant, une passion incommensurable pour les chevaux et l'équitation. أنا نحب لو شوفال باش نشوفو et tout. ندير l'équitation. لو سبور ديكيتاسيون يعجبني ونحب زعما كي نكبر نولي ندير دي كومبيتيسيون سي سا j'aime l'équitation. L'équitation est un sport qui plaît beaucoup aux enfants, même les plus petits. Elle lui apporte de très nombreux bienfaits et l'aide incontestablement à grandir. Le casque, le gilet et les bottes. Quand je fais des compétitions. نحب السبور هذا باسكو اللي بيان كي دخلت فيه عندي 1 موا علموني كلش تاني قبل ما ندخل وليت بابا جاي هنا باش وليت نحبط لي بالا هذا شيفال لوكا لا بلاج ومن بعد باسكو لي بالا جارنا قال لي ولا ما تدخلش قال له بابا اوكي ملي دخلت انايا هما داروا لي هنا وليت نعلموني نصوتي تو. Le mardi, mercredi, mardi, vendredi, samedi. كل هادوما لي 3 جور نجي لهنا. واش راك حاب؟ نحب نولي مونيتور ونحب نولي نعرف نصوتي بزاف عاليين هذوك لي سوبستاكل عاليين بزاف كيما هادوما عاليين. فكان هو مونيتور كان في زغالده كان يدرب انا كنت حاب نركب كنت صغير كنت حاب نركب كنت نقول له ديني للبحر بالعواد ما يحبش يقول لي نخاف عليك باسكو خاف عليك تطيح قال لي لا ما ندورك بالعود صغير كانت وليت نعرف نركب. Déjà à la fois il y a la ferme pédagogique avec tout type d'animaux, les gens qui cultivent tout leur potager. وحنا principalement رانا في le centre équestre. Donc وين راني جبتوا ليدي ça fait presque 3 mois راهو يركب هنايا العواد في la ferme pédagogique. Le sport, vous savez, يعني ربي سبحانه عز وجل يقول لك علموا أبناءكم السباحة والرماية وركوب الخيل. Déjà même si on prend le sujet هذا من le côté religieux, يعني ربي سبحانه عز وجل il nous incite باش نديروا هذا sport. Moi je pense que c'est un sport complet, à la fois physique et psychologique. Moi personnellement, j'ai vécu l'expérience avec mon fils. Pratiquement comme tous les enfants, il a essayé tous les sports. عبالك شهر يقول لك ندير كاراتيه من بعد يحبس. من بعد لو موا دابخي يقول لك ندير جودو من بعد يحبس من بعد يقول لك ندير بيك بونغ. Pratiquement il a essayé tous les sports. وحنا en tant que parents on est obligé de le suivre pour trouver le créneau qui le convient. Et alhamdoulilah depuis que bda l'équitation, moi je pense que c'est sa vocation. Même la scolarité نتاعو. La scolarité نتاعو يعني honnêtement la scolarité نتاعو تبدل le comportement. في بالاول بلال يخرج بزاف. Il adore sortir dehors. نهار كامل انا وماما تدخل بلال تقعد في الدار. Depuis qu'il a commencé ce sport, المشكل هذا نسيناه شويه. ولا يجي فريمون عيان épuisé يدخل للدار يفي. C'est un changement quand même. Moi je pense que c'est un changement très positif. En plus de tous ces bienfaits physiques, l'équitation a un impact sur le moral. La plupart des cavaliers pratiquent d'abord dans le but de se détendre et se ressourcer. Voilà, ça donne envie, hein. Ça donne envie de pratiquer un peu, de faire un peu de cheval. Vous avez fait du cheval? Non? Moi aussi. Ah si? Ouais. Vous avez fait quoi comme cheval? Bon, le poney à 4 ans. D'accord. Vous avez fait du sel ou du barbe?
Non, je vous réponds, le poney à 4 ans. Après, plus tard, je crois que c'était le cheval de D'Artagnan avec des pieds comme ça énormes. Bon, j'avais 10, 12 ans. Ça devait être un sel français. Et puis, je sais plus. À 19, 20 ans, c'était le cheval barbe, maigrichon. Bon, ça va. Donc, je sais monter quand même à cheval. Hein. Ah oui. Ouais, j'ai une bonne technique de galop. Moi, j'ai fait du hamar. C'est vrai ça. C'est plus compliqué par contre là. Non, mais moi je trouve pas forcément. Ouais. Tranquille. Épuisement. Hein? Monter dessus. Qui épuisement, toi ou le cheval ou l'âne? Toi, parce que lui il s'épuise pas. Ah ouais. Non mais c'est vrai. Au bled à Madan, j'ai fait du hamar. Un jour j'ai été mordu par un hamar. Ah ça tu nous as raconté. Ouais, apparemment il est traumatisé. Ah non, mais j'aime cette histoire-là. Faut faire de Je suis sûr qu'il m'a transmis des bonnes gènes. Non, mais. N'importe quoi. Non, les bonnes gènes. Il transmis de bonnes gènes. Je vais vous dire, l'âne, c'est des valeurs de dingue. C'est des qualités de dingue aussi. Oui, c'est un grand patient, un travailleur et un grand patient. Ah bah oui. Vous savez qu'en Chine, on l'enterre humblement, l'âne et le cheval, parce qu'ils ont travaillé. Parce que les gens les disent, hein? Mais non. Non. Tu la connais la blague du papa qui frappe son fils et il dit ah, il y a le hamar. Après le petit fait un baba. Donc voilà. Faut jamais traiter ses enfants. En fait, normalement, c'est Siam Kinouch qui raconte, mais l'honneur a été aujourd'hui à Mariam de raconter. C'est pas mal, tu t'en sors. Ah bah oui. Ah, ça va, mon ami. Ouais, ça va. Bonjour, mesdames. Bienvenue sur le plateau. Merci. Bienvenue, madame. Vous avez passé une bonne semaine? Oui. Oui? Ouais, ça va. Tranquille. Sur les bords, ça va. Et vous? Oui, très agréable. Très agréable, tranquille. Alors du coup, l'une va nous raconter une histoire, ça va être quoi tout à l'heure? Moi, j'ai envie de vous raconter l'origine d'une appellation. Ah d'accord. Voilà. Stop. Et voilà, on va finir sur quelque chose de bon. Super. Et puis vous avez décidé de parler ce matin de l'INRF, Oui. l'Institut National de Recherche Forestière. Exactement. Donc cet institut qui se trouve à Bainem, donc qui a été créé dans les années 80 et qui a une importance cruciale dans la sauvegarde et la préservation de toutes les espèces, d'arbres en fait qui poussent en Algérie et sur tout le territoire national. Donc leur travail au quotidien est d'aller dans des endroits bien précis, de prélever des graines de ces arbres-là, donc endémiques, très spécifiques à la région. Donc ils choisissent un sujet bien précis, qui soit beau, fort, en bonne santé. Ils récoltent les graines, donc c'est vraiment un travail de fourmi parce que ça demande beaucoup de temps. Donc on prend les graines, on les pèse, on les teste et ensuite on les met dans des frigos, on les cache. Donc c'est une banque. Il y a aussi dans cet institut il y a l'herbier, donc qui a plus d'une centaine d'années. Donc ce sont des plantes qu'on a collectionnées, ramassées et qui sont d'une valeur inestimable, surtout pour les nouvelles générations. Donc quand ils font des recherches ou quand ils ont une thématique ou un mémoire à faire. Donc vraiment c'est très très précieux cette banque-là. Et bien entendu, donc il y a un laboratoire où on étudie tous les problèmes, toutes les maladies que subissent les arbres, donc certains arbres qui sont beaucoup plus fragiles que d'autres. Donc on essaye de trouver les remèdes nécessaires et en même temps aussi, il y a aussi un laboratoire où on fait comment on appelle ça, donc de la culture in vitro, donc de ces espèces-là, on essaye toujours de garder des spécimens au cas où en fait, pour éviter la disparition de certaines espèces rares et menacées. Donc on regarde ça en image, mais je pense que ce serait plus intéressant. Eh ben voilà. Non, c'est très bien. Ok. Reportage, Myriam Moussaïd. Situé dans la forêt de Bainem, l'INRF, ou l'Institut National de Recherche Forestier, a été créé en 1981. Il a été placé sous la double tutelle du ministère de l'Agriculture et du Développement durable et du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Cet institut abrite plusieurs unités de recherche. Abdellatif Karima, chercheur, nous l'explique. Le laboratoire est formé de 2 ingénieurs qui sont en train de travailler dans le but de régler certaines espèces qui présentent des stress. Beaucoup plus, le laboratoire travaille sur les stress hydriques et salins. Donc les espèces qui n'arrivent pas à s'adapter ou qui présentent des problèmes sur le terrain, donc au niveau des différentes régions.
Donc, il présente des problèmes, que ce soit morphologiques, physiologiques. Donc, nous, ici, on essaye de régler ces problèmes par le biais de l'utilisation de la spectrophotométrie de masse. Donc, vous voyez bien que le laboratoire est équipé de différents appareillages. Et donc, on fait le compte rendu, bien sûr, de ces problèmes présentant ces végétaux. Et là, on essaye de trouver des solutions, les domestiquer au niveau de l'Institut et essayer de trouver des remèdes. L'INRF vient d'avoir 21 projets qui ont été financés par la direction de la recherche, la DGRSDT, dans le but de mener des recherches beaucoup plus sur les espèces qui sont en voie de disparition et en tenant compte aussi des changements climatiques. L'herbier est parmi les trésors que renferme l'Institut, une collection d'espèces endémiques et exotiques, vieilles d'une centaine d'années. En récolte, on fait le triage et plus la pesée, plus les tests de germination. Pour la récolte, on a un calendrier des récoltes ou les périodes des récoltes pour aller faire les récoltes sur le terrain, ça veut dire dans la forêt. On a des résineux, on a des feuilles. Après, on les ramène ici, on fait le triage. Après, c'est la pesée, les tests, et après, on conserve la graine dans le frigo. L'INRF a créé et équipé 13 stations régionales de recherche et d'expérimentation implantées dans les principaux écosystèmes forestiers, stépiques et sahariens. L'INRF, comme vous le voyez bien, dispose d'un laboratoire de culture in vitro. Et au niveau de ce laboratoire, nous exploitons l'outil biotechnologique pour mener des travaux de recherche sur les espèces forestières rares et menacées d'extinction, telles que le cyprès du Tassili, le sapin de Numidie, et aussi les espèces forestières reconnues intéressantes du point de vue économique et qui connaissent actuellement une régression et dégradation considérable, le cas du chien-liège. Et au niveau de ce laboratoire, donc, nous préparons des milieux de culture synthétiques constitués de macro, micro-éléments et régulateurs de croissance. C'est tout ce dont la plante a besoin pour sa croissance et sa multiplication. Donc pour le bourgeonnement, nous utilisons les cytokinides qui vont permettre le développement des bourgeons. Et pour l'enracinement, nous utilisons les auxines pour l'émission de racines. Les informations et les données obtenues après plusieurs années d'observation et de recherche et d'études sont d'un intérêt scientifique et technique certain pour les spécialistes. Ils sont également utilisés par les riverains et les voyageurs amoureux de la nature. Comment ça va bien? Très bien. L'INRF. L'INRF. Voilà, l'Institut national de recherche forestière. On a fait un gros plan étant J'ai donné une chaise trop petite aujourd'hui et elle a grincé au départ, là, elle est tombée. Elle s'est affaissée. Je sais pas, je Voilà. sais même pas. Aujourd'hui, non. Je sais pas. Bon, je crois que c'est l'heure du compte. Oui. Ah, c'est fini. Vous avez rien à rajouter? Bah écoute, j'ai tout dit Rien à oui, dans le reportage, voilà. Donc, Tranquille. gros plan sur cet institut très très intéressant. Voilà. Ouais. Ouais. Voilà. Donc moi j'ai choisi l'histoire ou l'appellation d'une ville. L'histoire qui se cache derrière cette appellation. Djelfa. Non. Larouat. Du tout. Sougaras. En fait, il s'agit de la ville de Constantine qui est surnommée Bled Lahwa ou Lahwa. Alors, Al-Hawa bi alifin tawila wal hamza. Et le deuxième, Al-Hawa bi alifin maqsoura. La différence est là, n'est-ce pas? Donc, pourquoi on l'appelle Bled Lahwa ou Lahwa? En fait, on raconte qu'au temps des Ottomans, au temps du bey, donc de Constantine, il y avait un prince. Un prince qui était véritablement hors champ par rapport, si on veut, de sa ville, du palais
et il était retiré de ses affaires. Du fait qu'il devait lui aussi devenir un jour bey de Constantine, s'il était ancré dans le libertinage. Et on raconte qu'au fond du Rimel, juste à côté du fleuve, il y avait un lieu où il passait toutes ses nuits. C'était les femmes, c'était les chants, c'était les boissons, et il s'y donnait à... C'est un conte, hein, qu'on soit bien d'accord. C'est une histoire qui viendrait d'une histoire vraie, qui a donné une appellation d'une ville. Alors voilà l'adolescent, on va dire, s'y donnait à cœur joie. Il n'était pas du tout dans la science, dans la sérénité, etc. Et chaque nuit, il fallait qu'il se déplace jusqu'au fond du Rimel pour aller voir ses amis. Et puis un jour, d'un grand vent, il y avait une tempête qui était sur la ville. Il y a eu son burnous qui s'est détaché de son dos, et là, différemment à son père, pour justement se cacher, les Ottomans avaient l'habitude de porter un burnous blanc. C'était des Hanabila, ok? Donc ils ne portaient pas de noir, ils portaient des burnous blancs. Et lui, sa cape à lui, elle était noire pour qu'on ne le reconnaissait pas. Donc sa cape a été emportée par le vent, il était obligé d'arrêter sa monture et d'aller la chercher. Or, cette cape était tombée juste à côté d'un grand marabout qu'on appelait à cette époque-là, c'est des écrits. Et c'est des écrits, en portant la cape et en voyant Moul la cape, il a reconnu le prince et il lui a dit Arad balka wuldi li tba al-hawa yatih fi al-hawa. Faites attention, mon enfant, celui qui suit son désir tombera dans le vide un jour. Bon, pour l'adolescent, les paroles ne voulaient absolument rien dire. La tempête continuait et le prince continuait toujours à descendre dans ce lieu. Et puis, un jour, de troisième nuit, quand il voulait remonter à l'aube, eh ben, sa jument a glissé, il y avait beaucoup de pluie, il y avait de la neige, sa jument a perdu pied et il est tombé dans le vide de Constantine. Et depuis ce jour, on répétait et c'est à partir de là qu'on a surnommé Constantine Bled Lahwa ou Lahwa. Joli conte. Pas mal. Non. Non, c'est pas la peine. Ce matin, il est comme ça. Pas mal. Non. Je trouve que c'est pas assez... Al-Hawa ou Al-Hawa. C'est comme ça qu'on la surnomme. Hein. C'est par rapport à cette histoire. On chante. N'est-ce pas qu'on chante Ah oui, à Constantine, oui. Mais arrête de bouder. Je voulais un meilleur conte, moi. Bon, alors dimanche prochain. La prochaine fois, on racontera autre chose. Non, ça reste un beau conte. Non, c'est une belle histoire. C'est une histoire connue. C'est une légende algérienne. Elle est là, hein. Elle existe. Ouais. Donc, l'itba al-hawa tahf al-hawa. Gare à vous. L'itba al-hawa tahf al-hawa. Ouais. Si je vous donne encore 2 minutes, vous pouvez me faire un petit quelque chose qui va me remonter le moral, parce que votre histoire là. Elle a bousillé. Bah oui, parce que écoute, je travaille à la télé les week-ends, vendredi, samedi, dimanche. Donc moi, quand tout le monde reprend la semaine, moi je suis à l'arrêt. Je suis à l'arrêt, donc au repos. Et attendez, non, je finis, s'il vous plaît. C'est un moment important pour moi. Conférence de presse, je la finis, après vous prenez la parole. Ok? Respectons-nous, c'est ça l'avenir. C'est le respect des uns des autres. Les uns avec les autres et les avis des uns des autres. Alors du coup, non mais c'est-à-dire que non, parce que je vais dire quelque chose de bien sur vous. Et je finissais toujours avec votre compte. Et ça boostait ma semaine. Ah, c'est génial. Parce que moi, la semaine, je gère. Je erre. T'es dans les airs. Je erre. Et donc, du coup, je finis avec un beau compte. Là, je finis pas. Là, je suis pas bien. Là, je suis pas bien. Là, je vais me remettre aux anxiolytiques, aux médicaments. Comme vous avez vu ce film que vous avez aimé, Collateral Beauty, il y a une phrase que je vous rappelle dans ce film qui était franchement magnifique, qui disait « Cherchez toujours le bonheur qui se cache derrière votre malheur ». Alors, je vais vous dire, oui, Collateral Beauty avec Will Smith, effectivement, bon, c'est un film box-office, hein, donc du coup, c'est pas non plus un film d'auteur, c'est un beau film, effectivement. Mais il y a un beau scénario. Mais j'ai eu, non, mais la fin, t'as l'impression qu'ils n'avaient plus de budget, les mecs, hein, parce qu'ils ont fait un très très beau film, très beau film. Mais ça finit en queue de poisson. Il a dû pleurer et manger des oignons pendant tout le tournage, Will Smith. Non mais sérieusement. Mais à la fin, la dernière scène, tu te dis non, allez,
Oui. Tu as envie de lui dire, t'es algérien, celui qui l'a réalisé. Tu m'as ça, mais tu dis la chapa. Tu as fait tout bien, à la fin, la finition, on laisse tomber. Qu'est-ce qu'il met? Il met 3 ans sur un pont, et Will Smith se retourne et les voit. Ah ouais. C'est surréaliste, quoi. Alors que l'histoire était belle. L'amour, Est-ce que vous avez compris que c'était des anges au début? Hein? J'ai compris, ouais, dès le départ. J'ai compris, ouais. Non, mais... J'aime bien. Ah ouais. Moi, quand quelqu'un me dit bonjour, je me dis pourquoi il m'a dit bonjour, lui. Hein? Qu'est-ce qu'il On le connaît, Narfo, Wishto. Non, علاش هيك تهضر معايا؟ اللي درت لي جاب فيسبوك. D'ailleurs, moi, en ce moment, ça se passe très bien sur Facebook chez moi. Ah oui? Moi, ça booste. Mais, par contre, évitez de m'ajouter sur mes comptes. J'ai pas de compte, j'ai une page pro qui s'appelle Mahrez Rabia, tout court. C'est tout. Et c'est là où vous retrouverez toutes les actus, toutes les vidéos, tous les partages et tout le travail sur le terrain. Madame, oui. Donc pas de compte. Vous savez, moi, par contre, j'ai envie de vous inviter. Un jour, il faudrait que je vous prenne à Constantine et de vous montrer des lieux assez particuliers qui sont chargés de mythes. Ils sont presque vivants. Et quand je vous mettrai à côté de ces lieux, vous allez ressentir des choses. Et ça, c'est un pari que je te fais. Franchement. Je peux ramener une chicha? Non, pas forcément. Mais quand je vais vous montrer, je vais vous mettre à côté, vous allez boire de la fontaine de Sidi Lijlis. Quand vous allez, par exemple, faire un jardin dans les jardins, toute une descente jusqu'au fond des Rimel, crois-moi, je crois qu'il y a des choses que vous allez ressentir. J'en suis persuadée. Voilà. Je peux venir? Non, oui, bien non, sûr. Non, si, je viens. Dès que tu es قبل بعدنا تفهموا عليه. C'était un plaisir. Tout le plaisir. Merci madame. C'était sympa. Bonnes vacances avec les petits. Merci, oui. Ça doit être dur. Non, ça va. Ça va. Vous allez les occuper? Oui. Vous allez leur faire quoi? Plein d'activités manuelles, de carottes, de la peinture, de la cuisine. C'est ça. Ah ouais. Du jardinage. Du jardinage, oui. Madame. Oui. Bonne chance. Merci. Bonne chance. Merci. Je finirai avec cette phrase aujourd'hui. Qui comprendra, comprendra. Ciao.